Donc, bonjour à tous, je suis Gildas Robert, donc senior partner en charge de l'activité actuarial and financial services chez Optimine, société de conseil en actuariat et gestion des risques. Donc, je vais animer cette présentation donc avec quatre participants et donc notamment Stéphane Vanadia et Maxence Saunier, qui sont tous les deux de Munich Re et qui présenteront la deuxième partie de la présentation dédiée aux garanties en cas de vie sur les unités de compte. Et Sylvain, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc, je suis Sylvain De Trollo, donc senior manager au sein de la practice Actuarial and Financial Services d'Optimine et spécialiste sur les sujets normatifs et prudentiels en assurance vie. Parfait. Donc, cette présentation est dédiée au marché de l'épargne en contexte de taux bas et notamment à l'évolution des offres et aux évolutions des garanties qui sont proposées par le secteur. Pour vous expliquer un peu la genèse de cette présentation, Optimine, on a investi depuis plus de 5 ans maintenant sur l'évolution nécessaire de l'assurance vie dans le contexte de taux bas. Donc, c'est un sujet sur lequel on a été particulièrement actif. Et c'est à l'occasion d'une rencontre avec Munich Re et donc avec leur proposition qui est faite et qui présenteront en deuxième partie, on a trouvé que nos approches du sujet étaient très complémentaires et qu'elles feraient l'occasion d'une présentation commune sur le sujet. Donc, en termes de plan de la présentation, donc on aura une rapide introduction sur le contexte économique et financier et puis les impacts pour le secteur de l'assurance vie. Puis ensuite, Sylvain va vous présenter très concrètement quels sont les impacts sur la solvabilité et la performance financière des assureurs en lien avec le taux bas et ce qui permettra de laisser la parole ensuite à Munich Re sur le développement des garanties assurantielles sur l'offre épargne. Je vais commencer la présentation. Donc, sur le contexte économique et financier, ce sont des choses qui sont bien connues. J'insisterai simplement sur trois facteurs très importants pour le marché de l'assurance vie à prendre en compte. La première chose, c'est d'avoir à l'esprit que le taux d'épargne des Français est structurellement très élevé en France, avec des salaires qui sont élevés. Et puis, un taux d'épargne qui est favorisé par les effets de la crise sanitaire, les économies qui ont pu être réalisées par les épargnants sur l'année 2020 notamment, et puis avec la cagnotte qui reste à investir et qui profite beaucoup à l'assurance vie en ce début d'année. L'assurance vie reste plébiscitée à la fois historiquement et toujours actuellement. Pour plusieurs raisons, son cadre fiscal avantageux, les garanties qui sont proposées par les assureurs, et puis la fiscalité qui est intéressante. L'assurance vie qui est vraiment utilisée dans beaucoup différentes utilisations, que ce soit de l'épargne moyen-long terme, la préparation de la retraite et également la transmission d'un patrimoine. Et la dernière chose, c'est le contexte de taux bas, donc notamment qui a été en baisse historiquement, mais qui est devenu vraiment contexte de taux très bas, voire négatif depuis le début 2015, qui impacte les taux de rendement qui sont versés par les assureurs sur les fonds en euros, donc avec 1,30% en 2020, et qui impacte également la rentabilité et la solvabilité des assureurs, tel qu'on va le voir dans la présentation. Simplement, le marché, évidemment, a lancé un certain nombre d'initiatives depuis quelques années. Donc, on peut voir dans les propositions qui sont faites sur le marché trois leviers qui sont activés par les assureurs, trois principaux leviers. Premier levier, la revue du fonds en euros. Donc, que ce soit revoir sa garantie soit de liquidité, soit sa garantie en capital à tout moment. Donc, on a des fonds en euros qui passent avec une garantie nette de frais à 0%, voire une garantie partielle en capital chez certains assureurs. Et d'autres travaillent le sujet de la liquidité avec une proposition, par exemple, de bonus de fidélité pour favoriser l'investissement long terme sur le support, puisque en lien avec le contexte de taux bas, ce qui peut poser également problème aux assureurs, c'est les mécanismes d'investissement très court terme pour certains épargnants. D'autres initiatives qui sont plus également à l'initiative du législateur, telles que la revue du fonds euro-croissance
qui a été simplifié à l'occasion de la loi Pacte. Deuxième levier, c'est de favoriser l'investissement sur les unités de compte. Donc là, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites avec proposer des nouveaux supports unités de compte tels que les fonds structurés, les fonds immobiliers, et également favoriser l'investissement sur les unités de compte avec des contraintes, et notamment ce qui est très pratiqué aujourd'hui par les assureurs, qui est d'empêcher les versements 100% fonds en euros et de contraindre à une certaine part de l'investissement sur les unités de compte. Et troisième levier, c'est la réorientation d'une partie de l'assurance vie vers des nouveaux produits, notamment vers les produits retraite. Là encore, à l'initiative notamment de la loi Pacte, les produits retraite proposés sur le marché ont été revus en profondeur et le succès est en rendez-vous depuis quelques mois. L'évolution la plus marquante du secteur ces dernières années, c'est très clairement la réorientation vers les unités de compte qui a atteint 34% de collecte en 2020 et avoisine désormais presque 25% des encours. Sylvain, je te laisse la parole pour la suite de la présentation. Oui. Donc effectivement, quant à moi, je vais vous présenter une étude quantitative qui vise en fait à montrer les impacts prospectifs de la conjoncture sur la solvabilité des assureurs vie. Et l'intérêt de cette étude fait directement écho à l'introduction de Gildas sur le fait effectivement que déjà aujourd'hui, la solvabilité des assureurs est mise à mal par le contexte des taux bas. Et donc d'une part, et d'autre part, on a cette volonté de vouloir regarder qu'est-ce qui se passe dans le futur si cette conjoncture économique se maintient, voire se dégrade encore plus. Et le deuxième intérêt de notre étude, c'est aussi de démontrer qu'effectivement la solution, enfin le contexte n'est pas viable et que ça doit passer donc par une transformation de l'offre épargne telle qu'elle existe actuellement, et que cette transformation, eh bien, elle doit se faire dès maintenant, puisqu'effectivement les effets peuvent mettre du temps en fait à se matérialiser sur la solvabilité. Les deux leviers que nous allons présenter dans notre étude sont d'abord une réduction de la garantie en capital sur le fonds en euros, comme l'a présenté Gildas dans son introduction, et on va aussi regarder l'impact effectivement d'avoir une collecte d'un encours plus important sur les unités de compte. Forcément, les limites de ce qu'on va vous montrer seront directement liées en fait on va dire, au calibrage calibrage de l'intensité des leviers que nous avons étudiés, parce qu'effectivement, nous sommes dans un cadre purement théorique. Et après, pour les mettre en œuvre, se pose des questions de comment les mettre en œuvre et quelle est la bonne stratégie pour actionner ces leviers. Je m'aperçois que j'ai oublié juste de vous passer un message. Donc, n'hésitez pas, surtout au cours de la présentation, à nous poser vos questions via le fil de discussion. Et on y répondra, on marquera des pauses pour y répondre au fil de l'eau, ou alors on prendra les questions en fin de présentation. Merci à tous. Merci Gildas. Je vais commencer par vous présenter alors assez rapidement le profil de l'organisme fictif sur lequel s'est basée notre étude quantitative. Donc, on a construit un portefeuille d'assurance vie à partir donc, de benchmarks de marché afin d'avoir un profil assez représentatif du marché français. Donc, du côté des provisions, on a donc un produit épargne multi-support avec un mix euro-UC de 25% donc pour l'UC et 75% pour l'euro. Sur la partie euro, on va avoir notamment une participation aux bénéfices qui s'est constituée au fil des années et qui représente environ 5% des encours. Si on regarde du côté des contrats, du passif des assurés, donc on est sur un âge moyen de 60 ans, une ancienneté moyenne aux alentours de 14 ans, des chargements sont en cours relativement classiques. À noter ici que notre TMG est à 0% net de frais de gestion, c'est-à-dire que sur le support en euros, il y a une garantie du capital, donc 100% du capital est garanti aux assurés. Côté de la répartition des actifs, on est là aussi sur des choses relativement standards, c'est-à-dire un portefeuille d'actifs qui est composé essentiellement d'actifs obligataires, avec un niveau de richesse latente assez élevé du fait du contexte des taux bas, et aussi sur les actifs risqués, notamment aussi sur la bonne performance des marchés ces dernières années. Le cadre de cette étude
cette étude s'est réalisée dans un cadre un peu hors ça, en fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mesurer de manière prospective la solvabilité de cette compagnie d'assurance vie fictive. Et donc, on va donc mesurer sa solvabilité sur 10 ans. C'est-à-dire qu'on va faire une projection déterministe d'abord de l'activité sur 10 ans et à chaque date, on va évaluer la solvabilité donc via un modèle ALM et des projections risque neutres pour bien tenir compte des options garanties. Ce procédé, on va le faire sur 2 trajectoires différentes. Une trajectoire qu'on va appeler la trajectoire TOBA, qui est globalement en fait une cristallisation de la situation conjoncturelle au 31/12/2020, et une trajectoire qu'on va appeler taux négatif. On a en fait appliqué un choc lors de la première année de la trajectoire TOBA, un choc de moins 50 BP sur les taux pour faire un univers durablement négatif. Donc voilà, donc vous avez dans ce slide l'impact que cela représente donc sur notamment la courbe des taux qui sert à évaluer donc, la solvabilité de l'assureur. Donc on voit bien effectivement, on retrouve la courbe EIOPA du 31/12/2020 qui est la courbe bleue, avec tout de même un univers de taux négatifs sur les taux spot sur quasiment les 20 premières échéances. Pardon. Et puis on voit très bien le choc de 50 BP que l'on effectue sur cette même courbe sur la base d'une translation et un univers de taux négatifs qui s'étale quasiment jusqu'à les 30 premières échéances. Concernant les autres hypothèses, il faut juste avoir en tête qu'effectivement les actifs risqués rapportent un rendement constant sur les 10 années qui sont les hypothèses de revenus. Et du côté de la collecte, on a une hypothèse de collecte relativement classique, mais avec tout de même qui tend progressivement davantage vers l'UC. Donc vous avez ici une présentation de l'impact donc de nos trajectoires sur la solvabilité à 10 ans. Avec la courbe bleue, donc le scénario TOBA, et la courbe rouge, le scénario donc taux négatif, donc avec un choc la première année. Si on regarde effectivement le scénario TOBA, on voit donc une dégradation assez importante de la solvabilité de l'assureur, avec environ une baisse de 75% sur le ratio de couverture. Il s'explique par le fait que si on cristallise, encore une fois, la conjoncture économique au 31/12, donc les taux ne remontent pas, eh bien on va avoir en fait une diminution tout simplement des richesses de l'assureur. On va avoir une baisse du TRA qui va se faire naturellement par le renouvellement du portefeuille obligataire, donc avec des réinvestissements sur des taux faibles, voire négatifs. Et puis, on va donc consommer aussi nos richesses, notamment la PPD, et ça va entraîner donc une baisse forcément de la marge financière de l'assureur. Il va notamment, dans un univers stochastique, avoir du mal à prélever ses chargements, notamment à cause de ses options, ses garanties, et notamment la garantie en capital à 100%. Et donc, on va avoir une baisse de la PVFP, donc de l'actif net. Et d'autre part, on va avoir en fait un effet hausse du SEL, en particulier le SR de marché. Parce que là aussi, dans un univers où on continue à consommer nos richesses latentes, eh bien, en fait, on va diminuer notre capacité d'absorption des pertes par les assurés suite à ces fameux chocs de marché. Et donc, on va avoir une augmentation de SR. Donc, on a une dégradation évidente du ratio de couverture. Et cette dégradation, elle est d'autant plus importante dans la situation de stress. Parce que là aussi, on va avoir la baisse brutale des taux qui va d'abord en fait entraîner une hausse des options, du coût des options garanties. Ça va être encore plus compliqué pour l'assureur de pouvoir prélever sa marge dans un grand nombre de scénarios défavorables. Et donc, une baisse encore plus importante de la PVFP et la même conséquence sur le SR de marché. Vous voyez effectivement que la pente est plus raide, puisqu'on a une consommation encore plus rapide en fait, des richesses initiales. Juste un petit point sur l'impact du décret PPB. Donc, les ratios qui sont présentés ici sont y compris l'application de la mesure sur la prise en compte de la PPB dans les fonds propres excédentaires. Voilà, on rappelle juste que cette mesure en fait, ne solutionne en rien on va dire l'évolution du ratio, puisque ça va juste en fait translater en fait le niveau le taux de couverture de l'assureur.
L'impact qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure, on va consommer des richesses latentes et notamment consommer de la PPD, eh bien, on va en avoir un impact du ratio qui sera naturellement moins important. Je vais maintenant m'attacher à présenter les deux leviers que nous avons menés dans le cadre de cette étude. Le premier levier, c'est la revue de la garantie en capital proposée sur le fonds en euros. Et le deuxième sera une revue du mix produit, donc du mix euro-UC. Sur le premier levier, on a tout simplement abaissé la garantie de capital à 98%, c'est-à-dire qu'on a en fait un TMG net de frais de gestion de moins 2%, ce qui va permettre notamment à l'assureur de prélever de la marge sur des scénarios défavorables dans nos simulations. En termes d'intensité, nous avons fait le postulat que seule la nouvelle collecte, donc les nouveaux contrats, bénéficiaient de cette revue de garantie. Et vous avez donc à droite, à titre indicatif, la part de l'encours euro qui est adossée à cette nouvelle garantie. Donc à 5 ans, environ 15%, et à 10 ans, on a environ un peu moins d'un tiers, on va dire, de l'encours total qui est sur la nouvelle garantie. Le deuxième levier, c'est une revue du mix euro-UC. Donc, on va en fait augmenter nos hypothèses d'encours UC dans le temps avec deux niveaux d'intensité. Un niveau qu'on va appeler modéré, où là aussi, c'est uniquement via la collecte que l'augmentation de l'UC va se faire. Donc, vous voyez qu'à 10 ans, ça nous permet tout de même d'atteindre un peu plus de la moitié de l'encours total. Et puis, une intensité qu'on va juger élevée ou au-delà de la collecte. On imagine qu'effectivement, des actions de management ont été mises en place pour transférer, en fait, pour arbitrer de l'encours euro vers l'euro, enfin, vers les UC. Pardon. Sylvain, on a une question sur le niveau des frais de gestion. Est-il modifié dans le cadre du levier 1 ? Tout à fait. C'est via le taux de frais de gestion que nous avons abaissé la garantie en capital. On avait des taux de frais de gestion qui augmentent et qui passent donc à moins 2%, et qui donc permettent en fait de ne garantir que 80% du capital. On peut passer au slide suivant. On va ici présenter donc, dans un premier temps l'impact de la revue de la garantie en capital à 98%. Vous avez donc ici quatre projections du ratio de couverture. On retrouve donc la courbe bleue et rouge, le scénario central, et les deux nouvelles courbes sont l'impact du changement de garantie. Donc au-dessus, ce sont notamment dans le cadre du scénario TOBA. Donc, vous voyez qu'effectivement, notre levier apporte effectivement une amélioration de la situation sans pour autant effectivement éviter cette baisse de la solvabilité. Et on voit effectivement que plus on avance dans le temps et plus l'écart entre les deux courbes se fait. C'est notamment parce qu'effectivement, plus on avance et plus la part d'encours adossée à une nouvelle garantie est importante. Donc, dans un scénario où seuls les nouveaux contrats bénéficient de cette garantie, c'est un levier qui met du temps tout de même à se matérialiser. Comment on explique effectivement l'amélioration? On va tout simplement avoir un impact sur le coût des options garanties, parce qu'effectivement, on va avoir un nombre de scénarios défavorables où avant, on ne pouvait pas prélever de chargement sur gestion, et maintenant, l'assureur peut, notamment grâce à la nouvelle garantie. Donc, on a une hausse de la PVFP et on a aussi une baisse du SCR, notamment du SCR de marché. Sur la trajectoire taux négatif, on remarque, même si encore une fois, le levier ne suffit pas à redresser la situation, on peut remarquer que l'impact est d'autant plus important. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce scénario, en fait, on a eu une hausse importante des options garanties, du coup, les options garanties, comme je le disais tout à l'heure, et forcément, ce levier agissant directement là-dessus, il va avoir plus d'impact en cas de situation de stress. Voilà. Et je terminerai donc cette présentation en vous présentant cette fois-ci l'impact sur le revue de mix euro-UC. Donc, vous avez les courbes au-dessus du graphique qui représentent donc les trajectoires dans le scénario taux bas, et encore une fois, les courbes du dessous, les trajectoires dans le scénario taux négatif.
Si on se concentre sur la trajectoire TOBA, donc vous avez la courbe bleue qui est la solvabilité prospective sans levier, et la courbe donc rose avec l'action donc mix euro-UC d'intensité modérée, c'est-à-dire via la collecte, et la courbe jaune à intensité élevée, donc via aussi des arbitrages. Ce que l'on peut voir, et notamment si on compare par rapport au précédent levier, c'est qu'à court terme, ce n'est pas le levier qui permet disons un impact matériel. En revanche, à plus long terme, ce levier permet effectivement de redresser la situation, et il va notamment avoir des effets qui sont plus durables. Parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va un petit peu on va baisser en proportion, l'encours euro, lui, baisse, et donc on va supporter moins d'options de coûts de son garantie. Et puis, en quelque sorte, les UC va permettre de désensibiliser un petit peu le portefeuille de l'assureur à la conjoncture économique. Effectivement, la PVP-UC étant beaucoup moins sensible à notamment les taux, ainsi que le SR de marché, les UC étant beaucoup moins consommateurs. Donc, on va avoir un impact à la fois favorable sur la PVP et sur le SR. C'est le même constat sur le scénario de taux négatif. Sur le scénario taux négatif, on va encore une fois en fait avoir un impact plus important du levier, notamment parce qu'en situation de stress, il sera d'autant plus important de se désensibiliser finalement de cet univers de taux négatif en réorientant la collecte sur les EC. Et on peut voir effectivement que dans le scénario TOBA, ce levier permet effectivement de redresser, d'arriver à une situation stable à horizon, on va dire, 7 ans. Ce n'est pas le cas dans le scénario extrême. En revanche, on voit bien qu'à 10 ans, on approche, disons, d'une situation stationnaire. Merci Sylvain. Pour conclure rapidement sur cette étude, on l'a vu, hein, du coup, l'environnement de TOBA pèse fortement sur la solvabilité des assureurs dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut un peu se méfier du décret PPB qui a permis de relever fortement les ratios de couverture du secteur, et qui peuvent donner l'impression que finalement, ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Parce qu'en cas de maintien de cet environnement de taux dans la durée, l'impact est très fort. Les deux leviers complémentaires doivent être activés a priori, donc à la fois la refonte du fonds en euros, mais aussi la réorientation d'une partie des encours vers les unités de compte, ce qui est profitable à la fois aux assureurs, mais également aux épargnants dans une dynamique d'épargne longue. Par contre, ça pose quand même quelques questions fortes, et la première, c'est évidemment le profil des épargnants, parce que certains épargnants peuvent être âgés, peuvent avoir des situations patrimoniales très différentes, et donc ils peuvent avoir une aversion au risque et puis un horizon d'investissement très différent. Et la deuxième chose, c'est comment l'assureur peut accompagner cette orientation vers les UC en restant dans son rôle d'assureur, c'est-à-dire en proposant des garanties, puisque transférer l'intégralité du risque de marché auprès des épargnants ne nous apparaît pas être une solution en soi. Je vous laisse la parole, Stéphane et Maxence, pour prendre la suite de la présentation. J'ai vu qu'il y avait une question, mais on y répondra peut-être à la fin pour ne pas prendre trop de retard sur la présentation. D'accord, merci beaucoup Gildas, merci beaucoup Sylvain. Gildas, je vois que tu as anticipé un petit peu sur certaines parties que l'on va aborder. On va se présenter d'abord rapidement. Donc Maxence Saunier qui interviendra tout à l'heure et moi-même Stéphane Danadia. On fait tous les deux partie de l'équipe Markets au sein de la réassurance vie chez Munich Re. Et notre positionnement, il est plutôt très atypique pour un réassureur puisque notre domaine d'intervention, ce sont les activités d'épargne et d'investissement, et donc principalement le transfert de risque de marché. Et la finalité de cette activité, c'est d'aider les compagnies d'assurance, c'est d'aider les mutuelles à croître justement en réassurant la combinaison des garanties financières, des garanties biométriques et du risque de rachat afférent aux produits d'épargne. Donc nous sommes évidemment ravis d'intervenir sur ce sujet, de l'évolution des offres d'épargne, puisque c'est notre sujet de prédilection. Et on remercie chaleureusement nos amis d'Optimind de nous avoir sollicités en complément de votre excellente première partie quantitative. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, c'est un secret pour personne, et vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui chez la plupart des assureurs deux priorités stratégiques.
Il y a d'une part la nécessaire réduction de l'importance du fonds euro dans le bilan des assureurs vie. C'est un impératif absolu, hein, même si réduction ne veut pas dire disparition. Et puis, le deuxième objectif, c'est l'accélération du remplacement de ce fonds euro par les UC qui ont effectivement des vertus indiscutables pour les assureurs et les épargnants. Mais en revanche, cet outil des UC, il est loin d'être adapté pour tous les clients. Le frein le plus important, et tu l'as très bien dit, Gildas, c'est le besoin de sécurité des épargnants, qui est tout à fait légitime par rapport à l'épargne accumulée tout au long de sa vie. Donc, si on est d'accord que le tout UC n'est pas forcément un modèle souhaitable à terme, il pourrait être opportun d'ajouter une troisième priorité qui correspond au développement d'une troisième voie, justement, et une offre qui s'appuierait sur la protection de l'épargne, hein, sur une mise en valeur du métier de l'assureur vie. Et bien sûr, le développement de cette troisième voie, elle a aussi vocation à compléter la transformation du profil du passif. Si tu peux passer à la slide suivante, nous ne sommes pas les seuls, hein, à émettre ces conclusions, et plusieurs décideurs de premier plan viennent nous rappeler régulièrement que les UC ne sont pas la solution ultime et qu'il y a un besoin de développer de nouvelles offres. Donc, on cite ici Bernard Delas qui insiste sur le besoin d'imaginer de nouvelles offres, Thierry Martel sur la nouvelle forme de produit à capital garanti, uniquement à terme, ou encore plus récemment Lionel Corr sur le fait que les UC sont la négation du rôle de l'assureur. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer, slide suivant, de définir plus précisément ce que pourraient être les principes clés de cette nouvelle offre. Et on a séparé ici les principes pour les compagnies d'assurance à gauche, les principes pour les assurés. Pour les compagnies d'assurance, donc on vient de le dire, et c'est probablement le point essentiel, l'offre, elle doit mettre en valeur un des fondamentaux de l'assurance que constitue la protection. L'offre doit quelque part reprendre la fonction de protection du capital du fonds euro, parce que ça a fait l'énorme succès de l'assurance vie épargne en France. Et c'est aussi une question de différenciation nécessaire par rapport aux produits bancaires et aux gérants d'actifs. Donc, deuxièmement, l'offre ne doit pas venir alourdir évidemment les besoins en capitaux des assureurs, sinon aucun intérêt à la transformation du fonds en euros. Et enfin, troisième chose, cette offre, elle doit être déclinable, modulable, pas juste un one-off finalement, hein. Ça veut dire que l'offre, elle doit pouvoir s'adapter aux besoins de chacun et toucher le maximum d'assurés. Un peu comme l'offre UC finalement, qui s'est largement diversifiée sur ces dernières années. Donc, en résumé, du point de vue des assureurs, il s'agit d'essayer de créer une sorte de meilleur des deux mondes entre l'euro et les UC. Pour les assurés à droite, qui implique le succès évidemment commercial de l'offre, il nous semble que les épargnants sont attachés et particulièrement sensibles en fait à trois principes: la simplicité, la sécurité et le potentiel de performance. Et notre sentiment, c'est qu'avec ces trois principes, les assureurs auront plus de probabilité de convaincre plus de nouveaux clients finalement d'arbitrer une partie de leur fonds en euros. Donc, je vous propose de regarder au slide suivant on va prendre un par un ces grands principes. Donc, on va commencer par le principe, on l'a dit, de la mise en valeur du métier de l'assureur et la protection. Donc, comment peut s'exprimer la protection? Bien, tout simplement, en fait, par des garanties assurantielles qui vont venir protéger l'investissement dans un moteur de performance en cas de baisse des marchés financiers. Et ces garanties assurantielles, elles, selon nous, peuvent avoir quatre caractéristiques, peut-être plus, peut-être moins, mais déjà être offertes par l'assureur, pas par un asset manager, pas par un produit structuré ou une banque, parce qu'il s'agit pour les assureurs vie de se réapproprier leur cœur de métier sur l'épargne. Deuxième chose, c'est que la protection de l'épargne, elle doit s'appliquer à une certaine échéance, en cas de vie et à tout moment en cas d'accident de la vie, à minima. Si on peut faire à tout moment en cas de vie, c'est parfait, à un niveau élevé, c'est encore mieux. Ces garanties, elles doivent être distinctes, ça c'est très important, du moteur de performance pour des raisons de transparence, de flexibilité, mais aussi parce qu'elles doivent rester optionnelles, un peu comme une assurance voyage finalement. Et enfin, les garanties doivent être individualisées
ça veut dire offerte à tout moment. Et en les associant à un produit ouvert, en les associant, on en fait un produit ouvert et pas un produit à fenêtre comme les produits structurés. Slide suivante, Maxence, je te laisse la main pour continuer sur le deuxième principe, celui de la maîtrise du risque et du capital réglementaire. Merci Stéphane et merci Gildas pour le passage des slides également. On l'a évoqué, donc le second principe, c'est finalement que le lancement d'une garantie ne coûte pas en capital, ne coûte pas en SCR à l'assureur, voire même qu'elle en économise. Tu viens de mentionner, Stéphane, que ces garanties assurantielles, elles portent sur un moteur de performance. Ce moteur de performance, c'est rien d'autre finalement que du risque financier. Donc, en conservant ces risques-là, ça crée justement du SCR. Ça peut même être un SCR qui peut être équivalent presque à celui du fonds en euros. Donc, naturellement, l'assureur, pour lancer ses garanties, va vouloir couvrir ce risque financier. Et il y a plusieurs manières de le faire. Première, c'est de le faire en interne, c'est-à-dire monter soi-même une infrastructure. Mais ça, c'est très coûteux et on le sait, puisque chez Municre, c'est ce qu'on a fait en montant notre plateforme de hedging. C'est cette plateforme en fait, qu'on met à disposition de nos clients. Deuxième solution, c'est de le faire en externe. Là, deux choix possibles. Le faire via une banque. Encore une fois, là, il y a certaines faiblesses. C'est un procédé qui peut se révéler assez lourd, finalement, puisque c'est écrire un dérivé police par police. Et en plus, c'est une couverture qui peut contenir du risque de base. Donc, la troisième solution, c'est finalement de le faire avec un réassureur. Et dans ce cas-là, l'ensemble des engagements, l'ensemble des provisions sont couverts par Municre, et tout ça dans un unique traité de réassurance. Pour nous, ce traité, c'est vraiment, ça semble être en tout cas le moyen le plus efficace pour offrir ces garanties sans coût de capital additionnel. Alors vous allez me dire, au SCR de contrepartie près, c'est vrai. Sauf que ce SCR de contrepartie, si on considère une bonne notation et des mécanismes de collatéral, il sera relativement faible. Le troisième principe, et c'est le dernier pour ce qui concerne l'assureur, c'est celui d'une offre déclinable. Alors, par la réassurance, on va voir, Municre met à disposition en fait, une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle donne un certain nombre de choix et toute une liste de paramètres, comme ici, alors on va les présenter ici, hein, donc que ce soit le type de support d'investissement, donc du fonds euro, UC ou gestion pilotée, le niveau de la garantie, le terme de la garantie ou le pourcentage d'UC dans la location. Ça peut être aussi des garanties accessoires, des garanties de prévoyance, type décès, invalidité ou perte d'activité, ou des options complémentaires, type arbitrage automatique. C'est là, en fait, toute la force de la boîte à outils qu'on propose. C'est finalement à l'assureur de choisir l'ensemble des paramètres de réassurance et aussi de choisir quels paramètres il laisse à la main de l'épargnant. On peut imaginer, par exemple, un premier produit qui est lancé avec des paramètres fixés. Et dans le même cadre de réassurance, quelques temps plus tard, lancer un autre produit avec des paramètres différents, voire même des paramètres laissés à la main de l'épargnant. C'est vraiment ça qu'on appelle le potentiel de déclinaison de l'offre. Dans le slide d'après, en fait, on va zoomer maintenant sur le moteur de performance. C'est le type de support. Dans le moteur de performance, quel type de support vont pouvoir être éligibles, en fait, vont pouvoir rentrer dans cette offre. In fine, c'est Municre qui porte le risque financier, on l'a vu dans les premiers slides. C'est bien entendu important que Municre valide la sélection des fonds qui composent ce moteur de performance. Alors, si on liste les fonds qui sont à gauche du tableau, on a les trackers, les fonds quantitatifs, la gestion passive. Pour cela, là, il n'y a aucun problème. Municre couvrira directement les risques de marché, les risques biométriques et les risques comportementaux. On pense que c'est surtout des fonds éligibles, en plus, pour des épargnants qui sont 100% en fonds euros. Ça fait beaucoup de sens, parce qu'ils souhaitent une exposition qui est simple au marché. Donc, un tracker ou une gestion benchmarkée, ça paraît largement suffisant. Par contre, là où ça se complexifie un tout petit peu, c'est pour des fonds à gestion discrétionnaire. Là, la couverture est beaucoup moins naturelle. Pour que Municre puisse apporter la garantie, en fait, on a un recours à une réassurance des unités de compte sous-jacentes. Cette réassurance, elle consiste simplement à remplacer une partie des actifs d'unités de compte physiques par une créance de réassurance. Mais elle aura les mêmes caractéristiques, que ce soit de performance ou de fonds. Pourquoi cette technique? C'est la manière la plus simple pour que Municre ait un accès direct au fonds. Et par là, hedger son delta. L'illustration la plus simple, la plus actuelle, c'est les fonds PME et les fonds ISR, ESG, Green, toutes les appellations que vous voulez. Ces deux catégories, elles sont par nature discrétionnaires. Si on applique la réassurance des unités de compte, ça signifie que Municre peut apporter la garantie sur des fonds PME, sur des fonds ISR, sur des fonds ESG ou Green. Ça veut dire que le public, l'épargne publique peut être redirigée vers l'économie réelle ou l'économie verte, tout en étant protégé par
un assureur et une derrière. Pour nous, ça semble une innovation assez fondamentale. Alors, à ce stade, on a listé donc, les 3 principes clés pour l'assureur. Maintenant, on regarde un peu ce qui se passe du côté de l'épargnant et surtout des attentes des épargnants. La première attente, on a dit, c'est la simplicité. Donc, quand on parle de fonds euros, d'unités de compte, de gestion pilotée, ça, c'est des concepts qui sont déjà existants, qui sont connus par les épargnants. Ils sont peut-être plus ou moins bien maîtrisés, mais en tout cas, ils sont connus. Le gage de la simplicité, c'est de proposer une garantie qui est indépendante du moteur de performance. On ne vient pas proposer un nouveau produit. En fait, l'épargnant continuera d'investir dans un fonds euro, dans une unité de compte, dans un multi-support, mais le tout avec un filet de sécurité. Imaginons 2 exemples qu'on va construire, mais avec la même boîte à outils qu'on a présentée juste avant. Vous souhaitez figer l'allocation, le niveau de garantie et le terme. Vous créez tout simplement un fonds euro nouvelle génération. Et là, c'est à gauche du carré gris. Au contraire, vous réfléchissez à une offre sans fonds euros, un niveau de garantie qui est choisi par l'épargnant. Là, ça revient à créer une unité de compte garantie individualisée. Et là, dans les 2 cas, même en utilisant les concepts, en les citant, on utilise des concepts déjà existants. Et ça, c'est ce qui va vraiment parler aux clients, qui sont notamment très averses au risque. La deuxième attente des épargnants, c'est la sécurité. Ça, c'est sur le slide suivant. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Là, on représente un produit fictif et 2 scénarios arbitraires. En vert, c'est un scénario favorable et en rouge, un scénario défavorable. Les lignes droites en noir, c'est le fonds euro. On va regarder comment fonctionne la garantie, ce fameux filet de sécurité dans chacun de ces scénarios. Dans le cas d'un événement de prévoyance, ça on le voit au milieu du graphe, que ce soit un décès ou un accident de la vie, l'assureur, et in fine Munich-Re, paie la moins-value qui est réalisée au moment de l'événement. Là, dans les 2 cas, dans le vert et dans le rouge, la réassurance puis l'assureur paiera une indemnité à l'épargnant. Le produit contient également une garantie en cas de vie, une garantie à terme, une garantie à horizon déterminé. Ça, c'est des synonymes. Et c'est ce qu'on voit à droite du graphe. Là, par contre, dans ce cas-ci, dans le scénario vert, la garantie ne joue pas. Évidemment, l'épargnant a réalisé une plus-value au terme de la garantie. Par contre, elle joue dans le cas défavorable. Et de la même manière, en octobre 2024, il y aura un paiement de l'assureur et du réassureur à l'épargnant. Alors, derrière cette illustration simple, on peut facilement comprendre que cette garantie, même si elle n'est pas à tout moment, elle apporte une vraie stabilité des investissements. Pourquoi? 2 éléments. Le premier, c'est à l'entrée. La garantie, avant tout, c'est un peu l'argument massu pour convaincre l'épargnant qui est averse au risque. Et ça va favoriser son investissement dans des actifs risqués, même si on ne va pas être à des points d'entrée très intéressants pour lui ou à un cadre de marché volatile. Le deuxième point, c'est l'inverse, c'est la stabilité à la sortie. Généralement, on voit qu'en cas de chute des marchés, il va y avoir des arbitrages vers le fonds en euros. Et en plus, ces arbitrages ils vont avoir lieu au plus mauvais moment pour l'épargnant. Donc, la présence de la garantie, c'est un avantage fort pour le convaincre de ne pas sortir et donc de réduire les arbitrages vers le fonds en euros. Pour résumer, donc là, on a parlé de simplicité et de sécurité. Stéphane, je te redonne la parole pour le 3e point qui est crucial, la performance. Alors, merci Maxence. Le 3e point est crucial, mais le temps est crucial aussi. Et 5 minutes. Donc, par rapport à ce que je peux vous dire sur un chart de ce type, qui est très riche, où il y a beaucoup de choses à dire, je vais aller très, très vite et j'en suis désolé. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que le produit que vous allez sortir, il ait une espérance de rendement qui soit supérieure à celle du fonds en euros. Donc, on pourrait débattre beaucoup de temps, on pourrait prendre beaucoup de temps pour débattre en fait sur le potentiel de performance. Le mieux, c'est de regarder ce qui existe. Donc, ce qu'on a regardé, c'est le produit La France Mutualiste, qui a repris finalement le schéma qu'on a réassuré et de regarder ce produit en backtesting. Alors, ce qui est important, et je vais vite compter, donc il y a deux comparaisons de courbes. À chaque fois, on compare le produit avec le fonds en euros, parce que l'idée, c'est de transformer le fonds en euros vers ce produit-là. Ce produit, La France Mutualiste, il est 65 fonds euros, 35 UC. Et vous avez le backtesting en haut, et en bas, vous avez la réalité, puisqu'il est sorti qu'en septembre 2020. Donc, ce qui est important de dire, c'est que le backtesting, c'est très crédible dans la mesure où le fonds qui a été choisi, c'est un fonds quantitatif.
Et puis, la dernière chose qui est importante à dire avant que je fasse les conclusions, c'est que tout est net de frais, net de tout frais, net de frais de contrat, net de frais de fonds, net de frais de garantie. Alors que les frais de garantie, en fait, dans un produit comme ça, ils peuvent être mutualisés. Donc, les deux observations que je souhaitais faire rapidement, c'est la première, la performance, elle est tout à fait remarquable, dans le sens où le produit joue son rôle. C'est quoi son rôle? Capturer de la performance action tout en offrant la protection à 100% dans ce produit-là. 100% de la somme investie à l'assuré. Et ça tranche clairement avec des produits structurés qui souvent ont un potentiel de performance plutôt faible avec des volatilités contrôlées assez basses. Deuxièmement, compte tenu de ce couple rendement-risque, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit, il se vend très bien. Il remplit parfaitement son objectif qui est de faire basculer vers des UC des assurés qui ne l'auraient en fait jamais fait sans la protection offerte par la garantie. Ça, c'est crucial. Peut-être le dernier slide. En fait, on voulait juste faire un bilan rapide de la création de valeur. Donc, pour l'assureur, augmentation des marges, réduction du risque, tenue du rôle social de protecteur sur l'épargne. On parle beaucoup d'investissement socialement responsable en ce moment. Eh bien, en fait, garantir les fonds ISR, ça sera encore plus socialement responsable. Au niveau des assurés de l'État, création de valeur spectaculaire, sans pour autant mettre en danger son épargne, donc ne pas dormir la nuit. Financement de l'économie, d'autant plus si on peut répliquer ce schéma avec des fonds PME. Et une familiarisation du UC pour ceux qui sont le plus averses au risque. Voilà. Désolé par rapport à l'accélération des 5 dernières minutes, mais je préfère m'arrêter là et prendre des questions. Merci Stéphane. Il nous reste effectivement 2 minutes. Alors, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, je pense. Désolé. Il y a une question peut-être que j'ai notée sur l'offre euro-croissance avec une garantie en capital à terme ne constituerait-elle pas le juste milieu entre les fonds euro et UC? Peut-être Stéphane, tu peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Si, c'est une possibilité, c'est offert. Ça va dans la même philosophie. Alors après, ça dépend où on met le curseur. Hein. Eurocroissance, aujourd'hui, ne met pas trop le curseur à 100%. Nous, on a pu le mettre sur le produit de la France mutualiste. Mais la différence essentielle, c'est que avec la réassurance, avec la garantie que vous allez offrir à vos assurés, vous êtes dans un cadre beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible. Et vous n'avez pas finalement, vous avez une différenciation entre le moteur de performance et la garantie, ce qui n'est pas le cas dans Recroissance. Et donc, c'est beaucoup plus facile à expliquer au public. Simplicité. Il y a d'autres différences, mais pareil, on va être coupé. Donc, peut-être vous prendrez une question, Gildas, pour la première, je ne sais pas, une autre question. Oui. Des questions que je ne suis pas sûr de tout comprendre. Excusez-moi. Je peux prendre la question sur les résultats, si tu veux, Gildas. Je vois effectivement l'étude qu'on vous a... Okay, 30 secondes. Effectivement, l'étude que vous a présentée est plus complète que l'impact sur la solvabilité. Comme je le présentais, il y a toute une projection déterministe dans des univers où forcément on a regardé les chroniques de résultats. Si notamment la solvabilité se dégrade, c'est qu'en fait l'actif net se dégrade et donc en fait les profits futurs de l'assureur se dégradent dans le temps. Parce que dans un univers effectivement qui se prolonge dans des taux négatifs, on a tout simplement une baisse de la performance financière du portefeuille obligataire notamment de l'assureur et donc en fait tout simplement une baisse des marges. Et pas seulement sur le fait de ne pas pouvoir prélever ces chargements, mais aussi sur le fait tout simplement d'avoir moins, quand il y a des clauses de PB qui n'atteignent pas 100%, d'avoir moins aussi en termes de marge financière sur le terrain. Eh bien, parfait. Le temps est épuisé. Merci à tous pour votre attention. Merci Maxence, merci Stéphane d'avoir fait cette présentation à nos côtés. Merci Sylvain. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas, si vous voulez revenir vers nous pour vos questions ou pour une prise d'informations complémentaires, vous avez nos coordonnées dans la présentation. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.